Bonjour, est-ce que vous nous entendez? Oui, Ah, ça va être bon. Oui. Bonjour, est-ce que c'est bon au niveau son là? Merci. Donc oui, je me présentais, Karine Brunet de Côte d'Or Attractivité. Donc on vous présente ce webinaire aujourd'hui en lien avec nos partenaires du Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne. Pour une raison toute simple, c'est que c'est une question qui est très spécifique, très technique sur la sécurisation des moyens de paiement. Donc, on a préféré faire appel à des experts. Donc, là, on va attendre 5 minutes, histoire de laisser le temps au maximum de participants d'arriver. Pour information, ce webinaire sera enregistré. Donc, est-ce que cela convient à tout le monde? Est-ce qu'on peut lancer l'enregistrement? Commerce, vous pouvez mettre en avant des produits. Alors, je ne sais pas si sur la fiche, ça apparaît. Excusez-moi, on vous entend très mal. Alors ça peut être intéressant pour mettre des... Par exemple, Alors, excusez-moi, on va demander aux participants de couper leur micro et de communiquer par le biais du chat, ce qui va nous permettre de regrouper les différentes remarques et questions au fur et à mesure de l'avancée. On essaiera de répondre à certaines questions au fur et à mesure de la diffusion de ce webinaire. Et pour les questions qui sont plus complexes, on prendra un temps à la fin de cette session pour vous répondre. Est-ce que cela convient à tout le monde? On va en parler. Il y a pas vraiment de commerce. Si on retire une photo d'un client, on retire la photo de chez nous qui a un concept GPE. Alors, sur Philippe, et dessus. Excusez-moi, mais il y a quelqu'un qui parle dans les participants. On entend juste un bruit de fond, mais on n'arrive pas à comprendre ce qui se dit. Si personne sur le display faire des photos à la boutique. 30%, dans 30% des cas, les fiches et visites virtuelles notifiant un achat. Et dans 42% des demandes Ah, par contre, Alors, est-ce que tout le monde est arrivé là? Nous sommes là à la moitié des inscrits qui sont présents, donc on vous propose de commencer le webinaire dès maintenant. De toute manière, pour ceux qui prendront le webinaire en cours de route, comme je vous l'ai précisé, il est enregistré, donc il sera disponible après en ligne. Donc je vous souhaite un bon webinaire. Merci. Merci Karine, bonjour à tous, à toutes et à tous. Donc je suis Benoît Mercet du Crédit Agricole en charge des partenariats professionnels et je suis aujourd'hui accompagné de ma collègue Nurten Caracol. donc bonjour à tous, Nurten Caracol. Donc moi je suis en charge du développement des flux, donc ce qui permet à une entreprise d'encaisser et également de payer ses fournisseurs. Très bien, donc effectivement, comme l'a dit Karine Vanet, le sujet du jour c'est bien sûr la digitalisation et la sécurisation de vos moyens de paiement. Donc effectivement, nous avons coupé vos micros. N'hésitez pas, comme l'a dit Karine, effectivement, à poser vos questions sur le chat. Nous les noterons et nous reviendrons vers vous donc un petit peu plus tard. La présentation sera rythmée autour de 6 points, mais en fait 2 grands axes. On va faire une première approche sur la réglementation liée aux moyens de paiement. Le deuxième aspect concernera la digitalisation croissante des moyens de paiement, avec notamment un focus sur la vente sur Internet. Et bien sûr, les solutions d'encaissement qui vont en découler. Et enfin, les techniques qui permettent de se prémunir des fraudes. Alors, tout d'abord, donc la réglementation qui encadre les moyens de paiement. Juste, voilà, de manière très rapide.
Donc, un commerçant, un artisan ou tout autre professionnel a le droit de refuser un paiement par chèque ou par carte bancaire. Donc, néanmoins, il doit le signaler par une affichette dans son magasin auprès de ses clients, ou également l'inscrire sur le devis au niveau d'une mention spécifique. Voilà, donc bien préciser que le paiement carte ou chèque peut être refusé. Néanmoins, la subtilité concerne les adhérents, les entreprises plutôt, qui sont adhérentes à des centres de gestion agréés, effectivement pour lesquels ces entreprises ont l'obligation légale en fait d'accepter les règlements de leurs clients effectués soit par carte bancaire, soit par chèque. Encore une fois, bon, il est assez rare aujourd'hui de devoir refuser quand même des paiements par carte bancaire, mais on le voit de plus en plus au niveau des chèques. Quelles conditions pouvez-vous imposer à vos clients? Alors pour les chèques, effectivement, le commerçant peut exiger du client la présentation d'une pièce d'identité, ou d'un passeport, ou d'un permis de conduire, pour effectivement s'assurer derrière de la pertinence de l'identité du client et pour sécuriser l'encaissement. Le professionnel a également l'obligation d'accepter le paiement en espèces dans la limite de la somme donc de 1 000 € pour un particulier ou un professionnel. Donc voilà, retenez bien effectivement ce seuil des 1 000 €. C'est en tout cas c'est le plafond maximum auquel vous pouvez accepter des règlements en espèces. Vous pouvez, alors sachez qu'en tant que professionnel, en tant qu'entreprise, vous pouvez imposer certaines conditions. Concernant les espèces, vous pouvez notamment demander à vos clients qu'ils fassent l'appoint. Effectivement, pour éviter de vous faire payer en centimes. Vous pouvez également refuser donc un billet qui vous semble suspect, faux. Dans le contexte Covid, effectivement, vous aviez également la possibilité de refuser ces paiements par pièce ou par espèce. Ensuite, concernant donc les conditions que un professionnel peut imposer, effectivement, pour les cartes bancaires, un commerçant peut exiger aujourd'hui un montant minimum d'encaissement. Néanmoins, c'est vrai qu'aujourd'hui, on le voit quand même de plus en plus, que quasiment tous les commerçants acceptent des paiements par carte bancaire à partir de 1 €. Justement, avec la période Covid qu'on a pu connaître, la pratique du sans contact s'est quand même beaucoup démocratisée auprès des clients. Donc c'est vrai que les commerçants ont aussi franchi le cap en suivant pour le coup les clients finaux qui eux étaient très demandeurs justement de ces paiements par sans contact. Un petit rappel également concernant donc la partie sans contact. L'ordre de paiement est donné donc sans composition de code secret, sans signature et sans présenter effectivement sa pièce d'identité. Le plafond il est fixé à 50 € aujourd'hui par opération pour les paiements sans contact. Et après, alors tout dépend un petit peu le fonctionnement de chaque banque, mais effectivement, on va dire que quand un plafond est dépassé, le client doit utiliser un autre moyen de paiement ou payer effectivement en insérant sa carte bancaire dans le TPE. Voilà, donc revenir au paiement classique, on va dire. De plus en plus également, vous allez voir des clients qui vont vous demander effectivement de pouvoir payer finalement par téléphone. Donc les conditions pour pouvoir payer par téléphone sont que le téléphone puisse être en fait compatible au système NFC. Donc là effectivement c'est une technologie de paiement sans contact. Et bien sûr que la banque également, dans laquelle on a son compte bancaire, puisse proposer ce service de paiement par téléphone mobile. Pour tous les montants qui sont inférieurs à 20 ou 30 €, tout dépend des établissements bancaires, donc le paiement se fait sans saisie du code, comme encore une fois un paiement sans contact. Pour des montants supérieurs, là effectivement, en fonction de chaque établissement bancaire, en fait, les établissements vont paramétrer l'obligation de saisir un code. Donc encore une fois, le paiement par téléphone est sécurisé par soit un code numérique ou également une empreinte digitale qui va être apposée par le client. Donc pour vous, commerçants, c'est aussi un moyen de sécurisation complémentaire. J'ajouterais juste, de plus en plus, on le voit, vous pouvez aussi avoir des clients qui souhaitent payer également par montre. On le voit de plus en plus. C'est la même technologie que le paiement par téléphone. Il y a cette notion de 20 ou 30 €, mais les limites sont plutôt la limite des plafonds de la carte bancaire. La plupart des banques, après ça dépend dans quel établissement vous retrouvez tous, mais par exemple au Crédit Agricole, la limite par paiement téléphone et montre sera la limite de la carte, sans code. Voilà, juste la précision. La montre, on les voit de plus en plus, ces paiements par montre.
Voilà, donc après avoir fait un petit peu ce tour de la question concernant la réglementation liée aux moyens de paiement, on va faire effectivement aussi une approche spécifique au contexte actuel. Aujourd'hui, effectivement, vous le savez tous, les moyens de paiement sont en train de se digitaliser de plus en plus. De manière très concrète, effectivement, donc les chiffres, en tout cas les enquêtes réalisées auprès des entreprises, des commerçants, montrent que plus de 80% des entreprises reconnaissent la contribution du multicanal dans la sauvegarde de l'activité. Et là, on ne parle pas du développement de l'activité, mais bien de la sauvegarde. Donc encore une fois, c'est vrai que plus de 3/4 des entreprises estiment que finalement, sans multicanal, peut-être que leur entreprise finalement pourrait peut-être ne plus avoir avoir vie. 80% également, quasiment, considèrent que le multicanal maintient la relation client. Et enfin, 78% considèrent que le multicanal permet une amélioration en termes de satisfaction et de fidélité client. Alors, encore une fois, on voit qu'à travers ces statistiques, l'omnicanalité est bénéfique pour tous, donc pour les clients, bien sûr, mais surtout pour les commerçants et pour les entreprises. Un exemple très concret, on l'a vu également pendant ou suite aussi à la période Covid, Quasiment. complémentarité en fait entre les boutiques en ligne et les boutiques physiques. Alors on a pris le cas un petit peu illustré d'Inès, qui est une cliente et qui effectivement tôt le matin en fait repère ses macarons préférés sur la page Facebook de la boutique de Salomé, qui est la commerçante. Sa boutique donc se trouve à côté du travail d'Inès. Donc elle regarde sur la page Facebook. À 10h, effectivement, lors de sa pause au bureau, elle va procéder à la commande de ses macarons. Elle va payer par lien SMS, donc on va le revoir après avec Nurten, et elle va demander un retrait en click and collect. À 12h30, donc Inès va se rendre dans la boutique de Salomé pour récupérer l'achat. Et un quart d'heure plus tard, elle va, effectivement, en rentrant dans la boutique, elle va effectivement voir une spécialité locale qui l'intéresse. Et à 13h, la spécialité n'est plus disponible. Mais par contre, Salomé lui propose de la commander et de lui envoyer à son domicile. Donc du coup, Inès va payer sa commande sur le TPE de la commerçante. Elle va s'enrôler sur le programme de fidélité de la commerçante. Et enfin, chez elle, Inès va pouvoir partager ses achats. Donc là, c'est illustré avec des exemples très concrets, mais l'idée en fait, c'est de se dire qu'il y a une complémentarité très forte entre la boutique en ligne et la boutique physique, puisque finalement l'un nourrit l'autre et inversement. On le sait tous, quand on va se déplacer dans un commerce, on aura peut-être fait un click and collect auparavant, mais effectivement, le fait de se déplacer en commerce va peut-être susciter un achat complémentaire. Donc c'est vrai que c'est dans votre intérêt aussi, vous commerçants, de pouvoir, encore une fois, être présent sur tous les canaux de distribution pour répondre d'une part aux enjeux de la société et aux enjeux des clients, et puis aussi pour vous, pour répondre à vos enjeux de développement économique. Nous avons une question. Qu'est-ce que le multicanal ? Alors le multicanal, effectivement, c'est justement, on l'a vu en fait à travers la présentation, c'est de se dire en fait qu'il y a plusieurs canaux de communication et plusieurs canaux de vente finalement. Alors plus que de la vente, c'est aussi plusieurs canaux de contact, parce que finalement, un client peut contacter un commerçant par téléphone, par mail ou effectivement en physique. Donc l'idée du multicanal, c'est justement de pouvoir être ouvert et s'adapter à tous les canaux. Donc encore une fois, la nécessité des commerçants, elle est double. C'est vraiment de s'adapter à une tendance de fond de la société, où effectivement, aujourd'hui, les générations, et pas forcément les plus jeunes, aujourd'hui, je pense que même les générations un petit peu plus anciennes ont pris le pli aussi de pouvoir consulter, par exemple, je sais pas, les horaires sur une page Google pour savoir, est-ce que le commerce est ouvert. Ils vont ensuite passer un petit coup de fil pour s'assurer que tel ou tel produit est présent. Et enfin, se rendre dans la boutique. Donc on voit vraiment la complémentarité en fait de tous ces canaux. Voilà. Un autre exemple concret concernant la visibilité et la vente sur Internet. Voilà, donc ce que disait Benoît pour répondre à ta question, Karine, donc effectivement, on doit utiliser tous les canaux existants et donc celui d'Internet est celui qui va vous donner le plus de visibilité auprès de votre clientèle et d'élargir aussi votre zone de chalandise finalement. Donc pour cela, en fait, vous allez avoir plusieurs
vous avez plusieurs biais, vous avez plusieurs formes de communication, quelle que soit finalement votre activité, qu'on soit dans le secteur de l'hôtellerie ou de la vente ou du gîte, etc. Vous allez pouvoir communiquer à travers les réseaux sociaux, à travers un site si vous en avez un, si vous avez la possibilité d'en faire construire un. Ça peut être un site vitrine. Alors quand on parle de site vitrine, c'est un site qui ne propose pas de vente directe à votre clientèle. Ça vous donne juste une visibilité, mais pas la possibilité d'effectuer un paiement en ligne. Vous pouvez avoir des sites marchands, et c'est là où en fait vous pouvez proposer un lien d'achat directement ou de réservation directement auprès de votre clientèle. Donc à ce jour, de plus en plus, on a une communication qui est faite via les réseaux sociaux. Bon, là, on a cité Facebook, Instagram, mais il en existe évidemment d'autres sur lesquels vous avez la possibilité de proposer un lien de paiement, même sur un site vitrine, et puis sur tout ce qui est site marchand, il y a des possibilités de... Alors le mot n'est pas très joli, mais on a une possibilité de mettre une brique de paiement sur ce genre de site. C'est ni plus ni moins un TPE, mais un TPE de l'Internet, en fait, tout simplement. N'hésitez pas à m'arrêter ou à poser des questions si je ne suis pas claire. Dans les solutions d'encaissement, là, on a fait un petit focus sur Internet, mais je voudrais juste revenir un petit peu. Il n'y a pas que le web. Vous avez dans votre manière d'encaisser, il faut être capable de répondre effectivement à toute votre typologie de clientèle, donc celle qui va venir vous voir en physique et faire le paiement directement auprès de vous, auquel cas vous allez avoir toute une gamme de TPE qui existent, que ce soit des TPE que vous puissiez partir avec sur des salons, sur des foires, ou que vous puissiez aussi promener à l'intérieur, vous promener avec votre TPE à l'intérieur de votre établissement. Donc ça répond, on va dire, à la clientèle qui arrive sur place. Vous allez avoir toute la clientèle qui va être à distance, sur laquelle, via votre site internet ou via par téléphone ou via toute publicité qui puisse être faite et qui sera tout à distance, là vous aurez toujours la possibilité de proposer un paiement à distance, que ce soit lié à un TPE, pas un TPE, un site internet ou pas du tout. En fait, à ce jour, on est capable de répondre à tout type finalement de demande. Donc Karine m'avait demandé, tu m'as fait un focus là-dessus, dis-moi. Sur les cautions, notamment pour les hébergements. Oui, alors je crois qu'on en a quelques-uns aujourd'hui avec nous. Souvent, alors la caution, elle peut être faite soit à distance, soit directement en physique. Donc, quand vous avez votre clientèle qui arrive à votre établissement, vous avez la possibilité de prendre une caution une empreinte de la carte bancaire. C'est un petit peu ce que font quand on loue une voiture. En fait, ils nous demandent la carte bancaire et ils font une empreinte de cette carte. En fait, vous faites exactement la même chose. C'est-à-dire que sur votre TPE, on vous installe un logiciel qui permet de faire une empreinte et puis de débiter ou non vos clients. Ça, vous avez aussi la possibilité. Mais vous pouvez aussi le faire à distance, soit via votre site internet ou alors par l'envoi. S'il n'y a pas de site internet, c'est pas grave, ça marche aussi. On peut parfaitement envoyer un lien de paiement ou un lien de prise d'empreinte justement qui vous permet de prendre une caution auprès de vos clients avec ou sans débit, je le précise. J'ai juste une question qui est toute bête. Des fois, on peut avoir des collectivités qui vont gérer des hébergements. Oui. Des campings qui peuvent être gérés directement par une collectivité qui ne les ont pas mis, qui les mettent en régie. Est-ce que ces moyens de paiement sont adaptés à des collectivités ou est-ce qu'il faut trouver d'autres solutions? Non, ça s'adapte. À la comptabilité publique. Ça s'adapte parfaitement. D'accord. Ouais. Que ce soit une clientèle, une collectivité ou alors pour nous, un clientèle privé, mais ça peut être un particulier qui est en entreprise individuelle, ça peut être une structure, ça peut être une collectivité, on répond parfaitement à la demande. D'accord. Ouais.
Donc, je continue sur la gamme des TPE. Donc, Karine m'avait demandé s'il existait. Alors, on fait quelques focus. Je vais pas vous faire un catalogue de tout ce qui existe parce que je pense qu'il faudrait qu'on bloque à peu près 3 heures de visio. Mais il y a quelques sujets qui ont été abordés sur notamment les TPE. Alors, les TPE, toutes les gammes existent. On connaît les TPE qu'on voit dans les restos. Vraiment l'appareil qui est assez robuste, que vous connaissez tous, mais on m'a demandé de faire un petit focus sur une des solutions de TPE portables qui peuvent être utilisées partout où vous allez à un prix assez abordable. Alors là, je travaille évidemment, enfin, je travaille au Crédit Agricole, donc je porte la voix Crédit Agricole et nos solutions Crédit Agricole. Mais vous pouvez aussi vous orienter demander auprès de votre banque qui doit aussi avoir des solutions semblables et similaires aux nôtres. Donc concernant nos formules, on propose des TPE portables qui sont rattachés en fait à votre téléphone portable. Donc ce sont des TPE qui fonctionnent avec la connectique de votre téléphone. Donc ça veut dire que c'est votre réseau mobile qui va faire fonctionner le TPE en fait. Et donc qu'on va brancher, enfin qu'on va connecter en Bluetooth sur l'appareil. Alors on a la possibilité d'encaisser directement sur le TPE, soit en sans contact, soit en insérant la carte bancaire, mais on a aussi la possibilité d'encaisser directement sur le téléphone portable. Donc voilà, donc il existe plusieurs formules. Ça reste, surtout quand on est sur un démarrage d'activité ou même des fois en complément de TPE que vous pouvez avoir sur site, ça reste des formules qui fonctionnent assez bien, qui fonctionnent par le Wi-Fi aussi. Et puis pour un démarrage, on conseille ce genre de formule parce que le prix est accessible, donc vous avez des frais de mise en service et puis finalement vous n'avez pas d'engagement derrière, ça vous permet d'avoir un démarrage d'activité en douceur et à petit prix. Voilà. Ensuite, je vous ai parlé tout à l'heure de paiement via les réseaux sociaux, paiement via des sites internet vitrines. Donc, c'est-à-dire que on n'a pas de solution de paiement en direct pour vos clients. C'est-à-dire qu'en fait, là, vous souhaitez avoir la main sur votre lien de paiement. Je prends l'exemple, je suis gîte, j'ai un client qui m'appelle, qui veut faire une réservation. Comment je fais pour l'encaisser à distance? Eh bien, en fait, je lui envoie un lien. Je lui envoie un lien par SMS ou par mail. Mon client en face clique sur ce lien-là. Il fait la transaction, donc il remplit le numéro de sa carte. Moi, sur mon écran, je vois en direct ce qui se passe. Donc, c'est un outil qui est assez simple d'utilisation et qui, pour vous, est sécurisé. C'est-à-dire que vous avez une garantie de paiement derrière et votre client est sécurisé aussi puisque de toute façon, quand il fait son paiement, il va avoir la notification de sa banque, de l'application de sa banque qui va lui demander de confirmer l'opération. D'accord? Donc, cette solution-là, elle est parfaitement adaptée pour tout ce qui est vraiment paiement à distance, réservation, pas besoin d'avoir de site internet, pas besoin d'avoir de TPE, c'est juste un envoi de lien qui fonctionne très bien. C'est assez récent quand même. On en voit de plus en plus depuis Covid, effectivement, mais c'est une technologie qu'on voit de plus en plus et qui fonctionne vraiment plutôt bien, on va dire. Nos clients sont appétents et vos clients le sont également et on commence à en avoir l'habitude. Ensuite, vous pouvez aussi avoir l'option de dire, en fait, moi, ce que je souhaite, c'est que mon client, en fait, il aille sur mon site et qu'il fasse sa réservation lui-même et qu'il fasse son paiement lui-même. Et là, en fait, on vous propose, on est capable effectivement de répondre aussi à cette demande-là.
on va mettre en fait une brique de paiement sur votre site internet et puis on se met en relation avec votre webmaster si vous en avez un. Et là également, votre client est libre, c'est lui qui va initier le paiement. C'est pas vous qui initiez le paiement comme tout à l'heure avec le lien, mais là c'est moi je suis cliente, je vais sur votre site internet et c'est moi qui vais faire ma réservation, par exemple de chambre ou qui va acheter n'importe quel article que vous avez à me vendre. C'est moi qui vais initier la vente sur votre site internet. Également, paiement sécurisé, garanti sur votre compte à J+1. Alors encore une fois, ce sont des solutions Crédit Agricole, mais je pense que vos établissements respectifs doivent proposer la même chose. Voilà, donc je te laisse la main. Voilà, donc effectivement, vous l'avez compris, on est dans un contexte de digitalisation croissante de la société, de nos usages de consommation. Donc vous avez vu les différentes solutions d'encaissement digital qui s'offrent à vous. Encore une fois, vous avez vraiment l'embarras du choix. Donc voilà, faites-vous accompagner par des experts, auprès de vos établissements bancaires et des experts dédiés, puisqu'encore une fois, ils pratiquent au quotidien, donc c'est très important. Le dernier point de cette présentation, effectivement, va concerner un petit peu les aspects de fraude. On a parlé de la digitalisation. Maintenant, on va attaquer donc la partie de la sécurisation des moyens de paiement. Mais effectivement, avant cela, on va déjà faire un petit focus sur quelles sont les fraudes. Les fraudes aux moyens de paiement aujourd'hui, plus de 95% en fait des moyens de paiement concernés par des fraudes sont liés en fait aux cartes bancaires. Alors, j'ai envie de dire forcément, parce qu'encore une fois aujourd'hui, comme je l'ai dit précédemment, la société, les consommateurs utilisent de plus en plus aussi les paiements par carte. Donc forcément, par ricochet, il y a automatiquement plus de cas de fraude. Par contre, le deuxième point qu'il faut regarder, c'est le deuxième graphique. C'est là où c'est intéressant, c'est que finalement, même si les cartes bancaires représentent 95% des cas de fraude, elles ne pèsent plus qu'un tiers finalement des fraudes en montant supportés. Et là, par contre, on retrouve dans les autres moyens de paiement finalement fraudés, une grosse part et des montants importants concernant les chèques, plus de 40%, et également les virements. On va le voir de manière plus concrète après. Mais voilà, donc juste un focus en disant attention, finalement, les cartes bancaires, même si c'est notre usage quotidien, on entend souvent dire qu'il y a beaucoup de fraude par carte bancaire, c'est vrai, mais il faut relativiser parce que finalement, ça ne représente qu'une petite partie, ou qu'un tiers, en tout cas en part, des montants fraudés. Donc concernant les fraudes aux moyens de paiement, alors on va commencer par le plus simple, les chèques. Effectivement, tout le monde connaît les chèques en bois, l'expression classique. Donc effectivement, il y a des faux chèques, qui vont d'une part, soit ça peut être des chèques qui ont fait l'objet d'une perte ou d'un vol. Je prends l'exemple des vols. Il est arrivé par des réseaux d'escrocs, effectivement, qu'il y ait des escrocs en fait qui arrivent à mettre la main sur les chéquiers, mais de manière massive, lors de la distribution des courriers postaux. Donc là, c'est directement des escrocs en fait qui vont s'approvisionner à la source au sein de la poste pour récupérer les chéquiers. Donc là, malheureusement, vous ne pouvez pas grand-chose. Donc dès que vous détectez en fait des anomalies sur vos relevés de compte, des chèques qui auraient été débités et qui ne correspondent pas à ce que vous auriez pu émettre, effectivement, ayez bien le réflexe de faire opposition. On le verra plus tard. Des faux chèques liés également à la fausse signature. Donc c'est effectivement quelqu'un qui met la main sur un chéquier ou un chèque et qui va du coup signer à la place du client réel, du porteur, du bénéficiaire du chéquier. Le chèque falsifié, donc là c'est l'altération volontaire. Je prends l'exemple, mais faites attention effectivement par rapport à vos raisons sociales. Alors je vais prendre l'exemple par exemple de la MSA. La MSA par exemple pouvait se faire encaisser des chèques, des clients, des bénéficiaires de la MSA qui pouvaient donc régler auprès de la MSA des dettes, donc qui adressaient un chèque. Et en fait, il y a pareil des réseaux d'escrocs. Alors encore une fois, on n'est pas sur le petit escroc, on est plutôt sur des réseaux, des professionnels qui arrivent en fait à créer des entités juridiques qui vont mettre par exemple MSA et puis qui vont rajouter en fait un libellé complémentaire et qui, une fois avoir mis la main sur le chèque de manière physique, vont pouvoir compléter le chèque. Donc là, effectivement, c'est une surcharge, c'est une altération volontaire, donc vous allez pouvoir porter plainte et vous faire rembourser effectivement par rapport à ces opérations. Le chèque détourné, je vous en ai parlé. Et bien sûr, donc le chèque en bois, donc effectivement, là, c'est par rapport aux impayés. Parce qu'effectivement, on ne l'a pas écrit, mais ça reste encore une fois un cas majeur. On a tous en tête les chèques impayés. Ça peut être des petites sommes, mais ça peut aller effectivement sur jusqu'à des centaines, voire milliers d'euros. Donc, c'est toujours une vigilance. Dès que vous réceptionnez des chèques et que vous les remettez à l'encaissement,
assurez-vous effectivement que derrière vous, comment dire, qu'il y ait bien un objet par rapport à votre chiffre d'affaires, que voilà, que ça soit bien justifié. Et ayez la vigilance parce qu'encore une fois, on sait que l'échec, ben voilà, c'est malheureusement il y a un gros retour d'impayé derrière. Et vous ne maîtrisez pas, encore une fois, malheureusement, ce type d'impayé. Donc là, c'est vraiment quelque chose de subi. L'impayé sur l'échec, effectivement, vous avez 60 jours potentiellement. En tout cas, les chèques peuvent retourner impayés jusqu'à 60 jours. Donc vous voyez, c'est-à-dire que vous déposez aujourd'hui un chèque sur votre compte en banque. Potentiellement, 2 mois après, il peut y avoir un rejet. Donc encore une fois, une remise de chèque, ne comptez pas dessus, entre guillemets, à 100%. Faites attention. Également un focus sur les espèces. Alors c'est vrai qu'on l'a pas mis dans la présentation, mais alors là je le fais de manière très concrète et très simple. Les espèces, vous allez me dire bon, c'est difficile de les frauder, c'est vrai. Alors il peut y avoir des faux billets, donc là c'est vrai que c'est compliqué quand on les manipule pas tous les jours. Les faux billets, c'est difficile de s'en rendre compte. Donc des fois c'est assez grossier, mais des fois c'est très bien fait. Et d'ailleurs il y a aussi des réseaux d'escrocs qui en fait arrivent à acheter de la movie money. C'est-à-dire que c'est de l'argent en fait qui est des faux billets qui sont notamment utilisés dans les films, au cinéma. Et c'est vrai que dans la précipitation, malheureusement vous pouvez croire que c'est des vrais billets. Donc vigilance, encore une fois, les billets que vous encaissez, que vous pouvez recevoir de la part d'un client, faites toujours bien attention. Alors il y a des solutions de contournement pour vous commerçants ou professionnels. Vous pouvez acheter aussi des détecteurs en fait de faux billets. Alors c'est un certain coût et c'est vrai que c'est des fois difficile aussi d'y avoir accès à ce type de machine. Si vous avez un doute, effectivement, en fait le mieux, c'est le réflexe, c'est de les refuser. Voilà, le moindre doute, vous refusez. Est-ce que un commerçant, un prestataire peut refuser des chèques, des espèces d'un certain montant? Alors c'est ça, oui. Déjà, On sait que, par exemple, on a des clientèles, par exemple allemandes, qui ont l'habitude d'avoir des grosses coupures. Les Français ont moins cette culture-là, et c'est vrai qu'on sait qu'il y a certains commerçants qui refusent des billets de 500 €, des choses comme ça. Alors aujourd'hui, la réglementation, en fait, il y a un plafond de 1 000 €. C'est 1 000 € que j'ai indiqué en introduction. C'est la réglementation. C'est-à-dire que vous pouvez les refuser, mais en fait, vous devez même théoriquement les refuser. C'est-à-dire qu'un encaissement d'un particulier ou même d'une entreprise qui vous règle en espèces au-delà de 1 000 €, théoriquement, vous êtes dans l'obligation de les refuser. C'est l'État effectivement qui a mis. Voilà, pour les résidents fiscaux. Pour les résidents fiscaux français, effectivement, je te coupe. Après, alors c'est comme ça, c'est la réglementation. Pour la clientèle étrangère, ce plafond est plus élevé. Pourquoi? Après, ça, c'est des raisons, c'est pas nous qui les décidons. Mais techniquement, pour une clientèle étrangère, on peut aller jusqu'à 15 000 €. C'est pour ça aussi que les clients étrangers, c'est pas la même culture qu'en France. Il n'y a pas la même réglementation, donc ils ont l'habitude d'avoir un peu plus de liquide que chez nous. Mais voilà, vigilance, en tout cas dans vos encaissements sur ces espèces. Ensuite, concernant les virements. Alors effectivement, le virement, c'est aujourd'hui peut-être le moyen de paiement le plus sécurisé. Puisque quand vous réceptionnez un virement sur votre compte bancaire, théoriquement, et c'est certain, il ne repartira pas de votre compte, il sera pas débité sans votre autorisation. Néanmoins, effectivement, il faut bien faire attention. Là, on se place plutôt sur le côté inversé, c'est-à-dire que c'est plutôt des consommateurs ou une entreprise qui peut se faire, entre guillemets, pirater, donc détourner des coordonnées bancaires. Ça peut être le vol d'un RIB, un piratage aussi d'un accès d'un site internet, d'un site bancaire, pardon. Quand vous connectez sur en fait vos espaces de compte, particuliers ou professionnels, il y a un risque, on va le voir, aussi de phishing ou de spam. Et donc de piratage finalement de vos données. Mais effectivement, il y a aussi un risque de démarchage par Internet. Ça peut être le cas d'une fraude à l'emploi, le cas d'une fraude dans le cas d'un achat. Effectivement, c'est de se dire, je prends l'exemple concret je vends mon véhicule, effectivement, je vais me faire régler par virement. Sauf que effectivement, un virement, potentiellement, il peut mettre 48 heures pour être crédité sur votre compte. Donc, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que le fait d'avoir la preuve
que votre client en fait a procédé à l'émission du virement, est-ce que c'est une sécurité pour vous? J'allais dire non, parce qu'en fait, tant qu'encore une fois la somme n'est pas arrivée sur votre compte, soyez vigilant et effectivement mettez-vous en sécurité, donc refusez la transaction. Par contre, aujourd'hui, il y a des solutions aussi techniques que les banques mettent de plus en plus à disposition de nos clients, qu'on soit particulier ou professionnel. C'est le virement instantané. Donc en fait, en quelques secondes, entre le moment où l'émetteur du virement émet le virement et donc la personne le reçoit, en fait, il se passe 15-20 secondes. Et donc là, effectivement, ce qui permet de sécuriser les transactions. Et donc, effectivement, là, les deux parties, entre guillemets, sont sécurisées et il n'y a pas de risque, effectivement, que la transaction n'aboutisse pas. Voilà. Mais soyez vigilants, on va le revoir aussi sur des cas concrets, mais soyez vigilants, encore une fois, néanmoins, sur les virements. Enfin, sur les cartes bancaires, alors c'est effectivement, encore une fois, on l'a dit, c'est l'outil de paiement qui est le plus utilisé aujourd'hui en France et sûrement d'ailleurs dans le monde. On est sur des cartes perdues ou volées. Donc effectivement, une carte perdue ou volée, si elle est récupérée par des personnes mal intentionnées, elles peuvent être utilisées pour régler, notamment avec un paiement sans contact. Donc là, vigilance effectivement quant à la sécurité quand même des données. Donc si vous avez un doute, encore une fois, vous êtes en mesure de demander, vous avez la possibilité de demander la pièce d'identité de votre client. Ça peut être aussi une carte non parvenue, quand je vous l'expliquais pour les chéquiers. Ça peut être des réseaux d'escrocs ou de fraudeurs qui arrivent à mettre la main dès la production de la carte, en fait, ou dès l'envoi postal de la carte. Ça peut arriver. Il peut y avoir aussi des cartes falsifiées ou contrefaites. Contrefaites, alors là c'est pareil, on est plutôt sur des réseaux assez professionnels qui vont arriver en fait à créer des fausses cartes bancaires avec des codes et des chaînages particuliers. Ça peut arriver, donc vigilance encore une fois. Alors là-dessus malheureusement vous n'aurez pas la main entre guillemets pour détecter ce type de choses. La seule chose en fait et on va le voir dans les conseils dans la dernière partie de la présentation, voilà, c'est dès que vous avez un doute, en fait il faut contacter votre banquier, votre conseiller bancaire pour pouvoir faire opposition. Demain, on a une nouvelle question. Est-ce que le virement instantané existe entre l'étranger et la France? Alors non, aujourd'hui, on est uniquement sur le réseau SEPA, en fait sur la zone SEPA. Donc là, on va raisonner sur la zone européenne, France, voilà. Mais en fait, tout n'est pas encore déployé. Voilà. Quand on dit zone européenne, est-ce que ça comprend pays Union européenne ou est-ce que non, la France et la Suisse? C'est que la France. Ouais, ça va plus être là pour le coup sur ma partie. Le virement instantané à ce jour n'existe que sur les RIB FR. Donc France. Alors pourquoi je dis RIB FR? Parce que parfois on peut avoir des entreprises qui sont en zone européenne, mais qui ont ou en dehors de l'Europe, mais qui ont un RIB qui commence par FR. Donc, gardez à l'esprit que le virement instantané à ce jour ne fonctionne que sur les RIB français. Il y a un travail en cours pour qu'on puisse avoir le virement instantané dans la zone SEPA et hors de la zone SEPA. Donc, ça viendra, mais à ce jour, ça ne fonctionne que sur les RIB commençant par l'IBAN FR. Voilà, donc là nous avons vu la fraude aux moyens de paiement. Un point de vigilance également concernant les fraudes par ingénierie sociale. Alors vous l'avez déjà peut-être entendu, notamment dans les actualités, dans les médias. L'idée en fait, ça consiste en une manipulation, un petit peu une pièce de théâtre. Mais l'idée en fait, c'est notamment la fraude au président, pardon. Et donc cela peut vous concerner en tant que vous êtes client, vous êtes professionnel, ou ça peut concerner aussi vos clients professionnels. L'idée en fait, c'est que on est encore une fois sur des réseaux d'escrocs qui sont très bien formés, très intelligents, qui ont des moyens, des outils techniques aussi à disposition, et qui vont en fait se faire passer pour des gérants, pour des présidents ou des directeurs d'entreprises. Alors initialement, ils s'attaquaient à des grosses entreprises, notamment entreprises du CAC 40. Aujourd'hui, très clairement, on le voit, ça arrive sur vraiment toutes les entreprises, toutes les PME, et même sur des structures associatives. Oui. Donc effectivement, là, l'idée, c'est, je reçois un coup de fil. Alors je me mets dans votre cas de figure, j'essaie de l'illustrer. Je reçois un coup de fil, un appel téléphonique de la part, je sais pas, d'une entreprise qui voudrait peut-être réserver un gîte pendant une semaine
et qui va du coup vous mettre en confiance, ou alors inversement vous mettre la pression en termes de délai à respecter. On a pris l'exemple, par exemple aussi, ça peut être quelqu'un qui se fait passer pour un directeur financier, qui évoque le rachat d'une société, d'un contrôle fiscal. Encore une fois, il y a toujours une urgence dans la situation. Et on va vous demander en fait d'être, de faire attention, d'être très confidentiel, de pas l'ébruiter. Et c'est vrai qu'en fait c'est là où en fait ils vont vous mettre en confiance, ils vont vous mettre la pression en parallèle, et finalement vous allez émettre le virement, émettre le paiement. Ça peut être un virement, ça peut être un paiement par carte bancaire. Et encore une fois, c'est là où malheureusement, quand l'argent est parti, souvent dans ce cas de figure, on pourra difficilement le retrouver parce que derrière, c'est une procédure qui est quoi? C'est encore une fois des réseaux d'escrocs très bien rodés et qui vont envoyer l'argent après à l'étranger et en fait qui vont cacher l'origine des fonds et la destination des fonds. Donc c'est très compliqué. Voilà. Donc ça, c'est vrai que vous avez sûrement dû en entendre parler. Donc vigilance, encore une fois, quand quelqu'un vous appelle là-dessus. Alors vous serez peut-être plus concerné par contre sur des fraudes au changement de coordonnées bancaires. Ça, c'est effectivement, par exemple, un fournisseur. Donc là, je prends l'exemple d'un blanchisseur. Par rapport au DRAC, vous pouvez, au NAP, etc., vous pouvez faire blanchir par une société. Alors, ça peut être, encore une fois, il n'y a pas besoin de passer par une grosse société, par un gros fournisseur. Ça peut être un fournisseur local, un petit fournisseur. Sauf que le fraudeur, il va se faire passer pour lui. Et du coup, il va effectivement utiliser le prétexte, en fait, que l'entreprise change de coordonnées bancaires. Elle va vous mettre en confiance, pareil, trouver tous les subterfuges et vous donner finalement, vous envoyer le RIB. Sauf que c'est le RIB d'un escroc. Donc vous, effectivement, pour l'instant, il se passe rien. Vous allez enregistrer le RIB dans votre accès Internet, dans vos espaces mobiles. Et puis quand vous allez faire un règlement auprès de ce fournisseur, ou même par prélèvement, parce qu'il n'y a pas forcément que le virement, ça peut se faire par prélèvement, effectivement, malheureusement, là, vous allez faire partir l'argent. Et puis finalement, votre vrai fournisseur sera jamais réglé. Donc là, c'est des alertes très concrètes. Si je l'illustre aussi, soyez vigilants dans les transactions aussi avec les notaires. On a eu le cas aussi avec des notaires où des escrocs en fait se communiquent des RIB en se faisant passer pour des notaires. Sauf que derrière, c'est pas le compte. En fait, tous les RIB des notaires normalement transitent par la caisse des dépôts et des consignations. Sauf que là, en fait, ils arrivent à usurper un petit peu le modèle, le schéma, et vont faire partir l'argent. Finalement, vous allez faire partir vous-même spontanément, de manière volontaire, parce que vous allez vous rapprocher de votre banque, vous dire, oui, moi je suis OK pour faire partir, je sais pas, mon prêt immobilier de 150 000 euros auprès de mon notaire. Sauf que derrière, c'est pas le bon RIB. Donc voilà, très grosse vigilance à avoir à votre niveau, puis aussi, bien sûr, au niveau des conseillers bancaires. Un autre exemple de fraude qui peut vous concerner dans votre quotidien, c'est la fraude au test informatique. Donc là, c'est toujours un peu le même principe. C'est on usurpe une identité d'un prestataire informatique. Ça peut être un site internet, ça peut être des moyens de paiement. Je me fais passer pour le gestionnaire de votre TPE ou de la banque. Encore une fois, ça arrive. Et donc effectivement, on va prétexter l'exécution d'un virement test pour dire on voit que vos moyens de paiement, par exemple, ont été bloqués. Donc pour débloquer la situation, on vous propose de faire un virement test, par exemple, de 10 euros. Donc là, pareil, ils vont vous mettre en confiance, vous mettre peut-être aussi un petit peu la pression en parallèle pour activer les choses. Le virement de 10 euros, ils vont vous donner le RIB. Donc ça, vous dites, 10 euros, c'est un test. Effectivement, ça va pas m'engager sur beaucoup. Sauf qu'en fait, c'est un peu une faille, c'est un peu un cheval de Troie. Et le fait de pouvoir, d'avoir validé ce type de transaction, potentiellement, ils vont pouvoir aussi peut-être prendre le compte accès à vos comptes. Alors là, on n'est plus sur une fraude en donnant le RIB, mais c'est aussi peut-être en ayant accès à du phishing ou à du spam, en ayant pris en fait les coordonnées aussi de vos accès Internet. Donc voilà, vigilance. Donc encore une fois, quand il y a quelqu'un vous propose de prendre un peu la possession de vos outils informatiques, ou une assistance sur les moyens de paiement, sur les outils de paiement, grosse vigilance. Enfin, les cas de fraude par Internet, j'en ai parlé. Donc le phishing, effectivement, l'idée c'est de récupérer en fait vos informations confidentielles. Alors notamment, vous allez recevoir un mail frauduleux. Tout le monde, je pense, en a reçu. Voilà, effectivement, qui se fait notamment
comment dire, l'identité de la banque, d'une banque. Alors souvent, moi c'est vrai que j'ai déjà reçu, je reçois une banque, je sais pas, banque postale. Bon, ça te tombe mal, j'ai pas de compte à la banque postale. Mais par contre, forcément, sur 100 personnes ou 1000 personnes auxquelles ce mail sera envoyé, forcément, il y aura des clients qui auront un compte à la banque postale. Donc c'est vrai que par malveillance, par des fois précipitation ou encore une fois en n'ayant pas trop ça ne met pas forcément la puce à l'oreille, donc les gens qui vont cliquer dessus, vont remplir leurs coordonnées, peut-être un RIB, peut-être même des numéros de carte bancaire, et donc effectivement là le mal est fait puisque les données vont partir directement auprès du fraudeur. Ça peut être aussi le cas des spams, donc là pour le coup si on est plutôt sur de l'escroquerie ou des canulars, mais aussi dans un spam, encore une fois, il peut y avoir aussi des logiciels espions, et le fait de cliquer par exemple sur un logo ou sur une signature, vous n'allez pas vous en rendre compte, c'est-à-dire que là, vous n'allez pas renseigner des coordonnées ou des données confidentielles, mais par contre, ça va implanter sur votre ordinateur un logiciel espion, un logiciel malveillant. Donc là, effectivement, vigilance. Là-dessus, vous allez malheureusement pas avoir grand-chose à faire, hormis d'avoir un bon logiciel pare-feu. Voilà. C'est le lien en fait avec le malware qui est à côté que je vous ai indiqué. L'idée, c'est encore une fois de récupérer, d'aspirer vos informations confidentielles. Et enfin, le dernier cas de fraude par Internet, c'est l'escroquerie. On l'a vu un petit peu avec la fraude au président, la fraude au test informatique. Ça peut être un exemple très concret aussi, notamment pour des jeunes qui se font abuser. C'est-à-dire que on sait bien que les jeunes ont besoin d'argent. Ils vont voir sur les réseaux sociaux un petit peu des propositions alléchantes en disant voilà, je peux vous faire peut-être gagner 3 000 euros parce que du coup je vais utiliser en fait, vous allez faire un peu le portage, c'est-à-dire que moi je vais vous envoyer par exemple un chèque de 10 000 euros, un chèque de 10 000 euros qui va peut-être rétribuer votre prestation, votre rémunération, ou voilà, tout simplement. Et vous allez pouvoir, vous, me créditer, par exemple, par virement, que 5 000 euros, que la moitié. Donc là, c'est vrai que le jeune, il se dit, j'encaisse 10 000, par contre, je fais partir que 5 000. C'est super, je gagne 5 000 euros sans rien faire. Sauf que derrière, le chèque, bien sûr, il va retourner impayé avec un délai important. Et malheureusement, quand le jeune aura fait le virement, pour le coup, lui, il aura appuyé sur le bouton, ça sera lui spontanément encore envoyé les fonds. Donc derrière, plus de recours. Et donc, il sera victime d'une perte sèche de 5 000 euros. Voilà. Donc, justement, plusieurs fois, le mot spontanément est revenu. Et donc, le spontanément, ça veut dire qu'après, il n'y a pas de recours pour porter plainte, Alors justement, du coup, Karine, on fait la transition en fait avec un petit peu les techniques qui permettent de se prémunir de ces fraudes, et on va voir justement les actions à mettre en place. Alors après, c'est quelques conseils qu'on vous donne pour essayer de s'en prémunir. Après, on n'a pas la liste de tout, puisque le fraudeur, de toute façon, celui qui veut vraiment frauder, il y arrivera quoi qu'il arrive. Mais c'est vrai que, en fait, il faut essayer de faire preuve de vigilance en regardant. Là, on parle, soyez attentifs sur vos relevés de compte, mais c'est quand vous consultez vos comptes sur Internet, sur votre application, il faut essayer vous pouvez vite détecter dès qu'il y a une opération qui vous paraît un peu suspecte. Le premier réflexe, c'est en fait de contacter votre banque, tout simplement, un mail ou vous appelez votre agence. Ensuite, il faut aussi faire attention à si vous avez des salariés, des collaborateurs, s'il y a c'est pas forcément vous qui allez peut-être des fois initier certaines opérations, bien les former, les informer aussi de tous les dangers qui peuvent être représentés. Tout à l'heure, on parlait d'IBAN. On a eu le cas, nous, je pense que n'importe quelle banque pourra citer des exemples, mais on a eu des fois plusieurs cas d'une entreprise qui a l'habitude de travailler avec un tel fournisseur, mais à un moment donné, l'IBAN a été changé, les fonds étant envoyés, la personne qui traitait, ça peut être le gérant de la structure, ça peut être la comptable, ça peut être le DAF, le directeur financier, ou des fois n'importe qui finalement qui est habilité à l'entreprise à le faire, n'a pas fait attention, on voit les fonds. Donc c'est vraiment des choses auxquelles il faut
il faut toujours faire attention finalement aux informations qu'on ait l'habitude ou pas de travailler d'ailleurs avec certains fournisseurs. Tout ce qui est paiement à distance aussi. Tout à l'heure, je vous ai parlé de certaines formules. Pourquoi on vous parle de certaines formules qui existent? Tout simplement parce que ce sont des paiements qui sont sécurisés et garantis. Mais c'est vrai que vous pouvez... on a le cas, bon, en plus Crédit Agricole, nous on est une banque de proximité, donc on a quand même souvent le cas dans nos campagnes, ça arrive très régulièrement où on a la mamie, on voit des achats des fois sur des comptes de personnes d'un certain âge qui ne sont pas du tout cohérentes avec ce qu'ils demandent. Donc on peut des fois avoir des gens qui vous appellent en ayant la carte de personnes d'un certain âge et voilà, c'est des choses auxquelles il faut qu'il y ait une cohérence entre c'est un peu compliqué des fois de voir les choses peut-être et puis de le toucher à votre niveau, mais faut qu'il y ait une cohérence quand même entre la personne qui paye. Donc à distance, on a beaucoup quand même de cas sur lesquels il faut être méfiant. Le contenu des courriers, c'est ce que disait tout à l'heure Benoît. Les contenus de courrier, des fois, on vous demande des informations personnelles. Alors souvent, nous, banque, on est confronté à ça. On ne demande jamais aucune information personnelle par mail. C'est le genre de choses auxquelles il faut faire attention. Ensuite, si effectivement, tout à l'heure on parlait de vol ou de moyens de paiement, vous avez perdu ou volé, si c'est votre carte bancaire, souvent sur les applications, la première chose qu'on a, on peut désactiver les achats en fait. C'est-à-dire que moi, sur mon application de ma banque, je peux cocher le fait que je bloque momentanément ma carte. Et parce que des fois ça peut m'arriver que je la perde chez moi, mais vous pouvez déjà faire ce premier geste. Je bloque la carte à distance et les plafonds, et puis s'il s'avère qu'effectivement je l'ai perdue, soit vous appelez votre agent, soit vous appelez le centre d'appel pour faire opposition à vos moyens de paiement. Ça peut être aussi tout ce qui est les fraudes sur les sites aussi par rapport aux virements, même des fois par rapport aux sites de consultation, quand on vous demande de faire des virements, des choses comme ça, on est revenu tout à l'heure. Alors on peut aussi, alors après il faut être appétent aussi, mais on a la possibilité de vous proposer, toutes les banques, des systèmes de signature qui sont beaucoup plus sécurisantes. Alors ça va pas parler à tout le monde, on va plutôt être sur des grosses structures où on va avoir une double signature, etc., qui font qu'en fait vous serez beaucoup moins impacté par les fraudes finalement. On a juste une question. Oui. Y a-t-il vraiment un risque de se faire voler en transmettant son RIB? Mis à part recevoir de l'argent, celui-ci n'est pas suffisant pour usurper une identité et dérober de l'argent, selon moi. Alors, en fait, moi, je pars du principe que tout peut être usurpé. C'est-à-dire qu'en fait, du moment où on a le RIB, quel est le risque? Alors, on peut difficilement aller pirater le compte bancaire de la personne avec un RIB. En revanche, je peux très bien me faire voler mes coordonnées bancaires et puis aller souscrire un abonnement. Ou je prends l'exemple des téléphones, la téléphonie. J'appelle un opérateur internet, c'est très facile finalement de souscrire. Alors après, je prends un cas mais on l'a vu ce cas-là où je vais souscrire un abonnement téléphone, je vais donner le RIB d'une personne. Il n'y a pas tellement de... Il y a certaines entreprises en face qui vont pas forcément avoir une vigilance, qui font que par rapport au RIB, en fait, même sans avoir réellement signé d'autorisation de prélèvement, on a déjà eu le cas où des clients se sont fait usurper leur compte de cette manière-là. Alors après, la loi et les assurances qu'on a certainement tous ici sur nos comptes font qu'on fait des oppositions et qu'on a la possibilité de rappeler les fonds dans ces cas-là. On va pas non plus rentrer dans des sphères... l'idée, c'est pas de faire peur, mais il faut aussi partir du principe que c'est possible aussi. Voilà. Si je suis pas claire, n'hésitez pas. Ensuite, on a au niveau sécurisation
de vos paiements. Alors surtout tout ce qui est paiement en ligne. J'imagine que tout le monde ici a déjà fait un achat à distance. Vous avez remarqué que votre banque vous envoie, vous demande de confirmer cette opération-là. Donc c'est ce qui s'appelle sur votre écran, c'est ce que vous voyez Securipass. En fait, c'est là, vous confirmez le paiement, pas vous en tant que commerçant, mais le client à qui vous initiez le paiement confirme auprès de sa banque que c'est bien lui qui est à l'origine du paiement. D'accord? Donc, c'est ce qui s'appelle le Securipass. Après, on a le 3D Secure. Le 3D Secure, en fait, c'est vous, en tant que commerçant, en fait, vous déclenchez un paiement sécurisé à distance. En fait, c'est vous qui initiez ce paiement-là. Moi, je suis votre cliente. Avec mon Securipass, je confirme le paiement que vous m'envoyez en 3D Secure. Donc, toutes les solutions de paiement dont je vous ai parlé tout à l'heure à distance, tous sont équipés de 3D Secure et de Securipass. C'est ce qui fait que votre paiement est garanti et pour vous et pour vos clients. Alors Securicode, on l'a tous connu, c'est une formule qui existait avant, c'est pour les personnes qui n'ont pas forcément de téléphone portable. On a encore des clients qui ne sont pas équipés de téléphone portable, ils sont rares, mais il faut quand même répondre et sécuriser les paiements de ces gens-là. Ça peut arriver qu'il y ait un achat en ligne fait et que pas d'enrôlement Securipass fait sur le téléphone. Donc à ce moment-là, on passe en mode dégradé, un envoi de SMS qui est fait, de SMS, oui, ou même mail, je crois. Il me semble, ouais, par mail, qui peut être fait si mon application, c'est pas que j'ai pas de téléphone portable, excusez-moi, mais c'est plus mon application n'est pas enrôlée Securipass. Donc là, en fait, j'envoie un SMS et je fais le paiement via cette technique-là. En dehors, on va dire, de la sphère bancaire pure, vous avez la possibilité d'assurer votre structure et vous, en tant que dirigeant, il existe des assurances. Alors, au Crédit Agricole, elle s'appelle Cyberprotection. Ailleurs, elle doit s'appeler Cyber quelque chose, très certainement. Mais c'est une assurance qui vous assure contre les cyberattaques, en fait. Donc, vous avez une assistance. Alors, elle peut être aussi une assistance technique, une assistance informatique et puis une assistance financière aussi. D'accord ? Et puis, vous avez aussi, en tant que commerçant, l'obligation de répondre à la réglementation, donc ce qu'on appelle le RGPD. Donc, vous devez, vous, en fait, en tant qu'acteur économique, protéger les données de vos propres clients. D'accord ? Et puis, c'est à peu près tout. S'il y a des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous. Moi, j'en ai terminé là. Je vous remercie de votre écoute. Alors, Benoît a mis mes coordonnées. Voilà, l'idée, c'est que si vous avez la moindre question a posteriori, donc vous pouvez effectivement contacter directement Nurten pour des questions techniques ou de l'expertise. On remercie effectivement tous les participants pour votre écoute, pour les questions. S'il y en a d'autres, donc encore une fois, n'hésitez pas. Et on remercie bien sûr encore une fois également notre partenaire, donc Côte d'Or Attractivité, et notamment Karine, qui était en charge de l'organisation. Et puis sachez également juste que ce webinaire du coup et ses supports seront également disponibles en replay sur le site justement de Côte d'Or Attractivité. Merci. Donc merci à Nurten et à Benoît, et aussi merci à Floriane qui faisait la voix off pour transmettre vos questions. Surtout, vous avez vu, il y a des questions qui sont relativement complexes sur un point quand même qui est extrêmement important dans la vie de vos entreprises, qui est la sécurisation des moyens de paiement. C'est vrai qu'on a de plus en plus de développement d'outils sur le numérique qui sont extrêmement intéressants. Je pense à la vue des participants, que ce soit pour faire de la billetterie, pour faire de la réservation d'hébergement, pour faire de la vente de boutiques en ligne, de choses comme ça. J'ai envie de dire, on se rend compte qu'il y a vraiment un panel très large d'outils qui existent, adaptés aux divers produits et surtout aux diverses structures qui peuvent exister, et pas forcément avec des moyens
c'est très onéreux. C'est vrai qu'on voit qu'on a un développement de plus en plus justement de ces paiements en ligne par le biais des téléphones, des choses comme ça. Donc là, je pense que ça peut vraiment concerner les hébergements ou les gens qui vont, par exemple, faire les marchés. Enfin, j'imagine qu'il y a peut-être des producteurs qui sont sur des marchés locaux, des choses comme ça, ou des marchés de Noël actuellement, et que les gens, en fait, souvent se freinent parce qu'ils n'ont pas assez de liquide. Et c'est quand même dommage de passer à côté d'une vente parce qu'on n'a pas un paiement en ligne à disposition. Donc, la seule chose, c'est qu'on reste tous à votre disposition. Bien sûr. Si vous avez besoin des contacts de Nurten et de Benoît, il n'y a aucun problème, on pourra vous les transmettre. Ils sont beaucoup plus aptes que nous pour répondre à vos questions. Et surtout, vous avez bien compris, en fait, ce qu'on vous a présenté là au travers du Crédit Agricole peut être aussi quelque chose qui peut tout à fait se décliner auprès des autres agences bancaires. Il n'y a pas de problème, quoi. Donc, merci encore à tous pour votre participation. On vous fera parvenir le lien pour le et puis, surtout, si un jour vous voyez que vous avez d'autres questions, d'autres sujets de webinaire qui pourraient venir par la suite, n'hésitez pas à nous en faire part. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Merci à tous. Au revoir. Non, je touche à rien, c'est ton PC.